Voilà, très bien. Donc, ce que j'étais en train de dire, avant de remercier, après avoir remercié l'équipe de Yeshiva Online de bien me recevoir sur leurs médias pour diffuser le peu de connaissances et de lumière que je peux apporter au clan Israël, en tout cas, euh, pour expliquer un petit peu le chemin dans lequel je veux vous amener avec moi et pour un petit peu comprendre qu'est-ce qu'on va faire ensemble, c'est que j'ai eu, moi, la manière dont j'ai abordé l'étude de la Torah, ça a été la manière un petit peu méthodologique et technique. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à un moment donné, face dans ma teshuva, parce que je suis ce qu'on appelle un grand bal teshuva. Vous parlez à quelqu'un qui connaissait à peu près 20 ans, à strictement rien à rien dans le Talmud, même pas un mot d'araméen. Donc, mettez-vous à l'aise, d'accord, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et je me suis retrouvé face à un océan de connaissances et de lumière absolument fabuleux, extraordinaire. Et j'ai été ébloui et je me suis dit, eh ben, il faut, comment je vais faire pour comprendre, parce que c'est la Gemara, quand on l'aborde, ressemble à une espèce de soupe sans queue ni tête, où on ne comprend rien et on ne sait pas par quel bout le prendre, et c'est des heures et des heures de cassement de tête avant de… Et je n'ai pas supporté cette idée d'être face à quelque chose d'extraordinaire dans lequel je n'avais pas une part. Je me suis dit, comment on va faire? Comment je vais faire pour avoir une part dans cette Torah aussi belle, aussi extraordinaire et aussi gigantesque? D'accord? Parce que la masse de connaissances et la masse de sainteté qu'on a dans notre Torah, c'est absolument inimaginable. Et donc, je me suis mis dans l'idée, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il y a une manière, peut-être qu'il y aurait une manière, en fait, de décoder un petit peu, puisque si ça vient d'Hachem, c'est que forcément, c'est quelque chose de très organisé. Mais à l'intérieur, même si de l'extérieur, ça ne paraît pas organisé, mais à l'intérieur, c'est forcément organisé. Il doit y avoir un code, il doit y avoir quelque chose, des chemins logiques, d'accord? Et donc, comme j'ai toujours été un peu bricoleur avec un état d'esprit comme ça, un peu technique, technicien, je me suis dit, ben, je vais voir en fait du côté, qu'est-ce que la technique de texte, la technique d'étudiant peut m'apporter pour étudier donc toute cette Torah de manière optimale en fait, d'accord? Et j'ai eu la chance entre guillemets de rencontrer un technicien hors du commun en Gemara qui s'appelle donc le Rav Mesod Ramou, qui a été mon maître pendant plus de 3 ans, avec lequel j'étais tous les jours. Le pauvre, il est nifra il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, on va dédier ce shiur à la Refouach Lema, Refouach Tanefesh sur Vantagou. Il ne répondait pas Amen parce qu'il y a un trop grand décalage d'après moi, enfin, d'après le Rav, pour répondre Amen. Donc, on va dédier en tout cas Refouach Lema ce cours pour tous les malades d'Israël, notamment de la Corona, et aussi les Yevon Nishmato du Rav Mesod Ramou, dont j'ai reçu 99% de cet enseignement. Mais il a toujours tenu à rester discret sur cette chose-là. C'était un technicien de la Gemara hors pair, à part qu'il était un des plus grands dayanim de la génération en France. Et donc, pendant 3 ans, au contact de ce maître, je lui ai proposé donc, des chemins logiques pour accélérer en fait la manière de comprendre, la manière d'apprendre, la manière de synthétiser, de résumer et d'acquérir le vocabulaire dans un daf de Gemara. D'accord? Qui concourt en fait au départ à acquérir une certaine indépendance dans l'étude, et on reviendra sur ce terme d'indépendance pour le définir ensemble, mais qui aboutit finalement à être ce qu'on appelle Baki Badaf, c'est-à-dire à avoir Talmudo Beyado. C'est-à-dire que quand vous avez, je vais prendre un exemple un peu trivial, un peu basique, tout le monde a plus ou moins fait un essai dans un sport, tennis, basket, un sport un peu technique comme ça, où il s'est lancé tout seul. Et vous savez très bien que même si on aime ce qu'on fait, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un plafond. Il y a le plafond du débutant. N'importe quel débutant, quand il rentre dans une matière et qu'il le fait tout seul, sans sagesse et sans maître pour le guider, il progresse au début et après il plafonne. Et c'est normal. Parce qu'il ne sait pas par quel chemin logique pour en fait optimiser les potentiels qu'il a. Automatiquement, la technique, elle va vous permettre de déplafonner de déplafonner les progrès du débutant et de passer du stade amateur au stade professionnel. Et c'est ça, en fait, le grand ridouche de la technique de texte, qui fait que de la technique d'étude et de texte, donc que je développe depuis à peu près 15 ans, qui fait qu'on peut être débutant dans la Torah pendant des années et puis finalement ne pas réussir à passer au stade professionnel, bien qu'on rabâche. L'essentiel des rabbanim, l'ensemble des rabbanim vous diront que l'essentiel de l'étude, c'est la chazara. C'est vrai, mais si vous n'avez pas reçu de votre maître comment faire votre chazara, ben, sans arrêt, vous allez relire le texte et vous allez trouver les mêmes choses. Et pourtant, il y a une technique pour apprendre comment faire chazara, pour trouver à chaque fois quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on apprend entre autres dans les yeshivot ou qu'on va apprendre au contact d'un maître qui sait vous le transmettre parce que lui-même l'a appris. C'est pour ça que vous avez une partie des gens
qui étudient la Gemara parce qu'ils sont nés dedans, etc., mais ça ne les passionne pas vraiment. Puis vous avez des gens qui ne sont pas nés dedans et qui étudient la Gemara et qui sont alors, comme des poissons dans l'eau, ils parlent de ça et c'est extraordinaire. Ils ont une expérience extraordinaire dans la Gemara. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Donc, ce qui fait que je me suis mis en fait à proposer donc à mon Rav, le Rav Ramou, en fait, tout ce que j'imaginais, parce que je suis un petit peu inventif, tout ce que j'imaginais qui pouvait accélérer la prise en main d'un DAF de Gemara. Aussi bien pour être indépendant. Indépendant, il ne s'agit pas, je vais préciser quelque chose d'important. Les gens y croient, étudier, être indépendant, autonome dans la Gemara, c'est étudier seul. Ça n'a rien à voir. On n'étudie jamais seul. D'abord, un juif n'est jamais seul. Il est au moins avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on étudie de toute façon avec une chavruta ou avec son rab. Et quand on étudie seul, c'est ou pour préparer l'étude qu'on va avoir avec quelqu'un, ou pour faire Hazara, pour revenir sur l'étude qu'on a fait avec quelqu'un. Donc en vérité, dans l'étude, on n'est jamais seul. Alors c'est quoi ce terme de autonome et d'indépendant? En fait, il s'agit d'accompagner, parce que dans la Gemara, c'est un système très particulier, je vais vous expliquer après pourquoi, vous allez comprendre. Il s'agit d'accompagner tout ce qui va se passer dans une Gemara. La Gemara, en fait, elle va mener une enquête. D'accord? Elle va mener une enquête. Et cette enquête va s'articuler d'une certaine manière redondante et codifiée par Ravina et Ravashi, qui sont donc les deux Amoraïm entre 200 et 540 après Marchemo, l'acrobate, qui ont rédigé la Gemara. Cette Gemara, en fait, il va y avoir une sorte de moteur, une sorte d'enquête talmudique codifiée, que quand on sait exactement en fait ce qui se passe, on suit, on accompagne la Gemara et on comprend ce qu'elle cherche et on comprend ce qu'elle trouve. Mais tant qu'on n'a pas en fait en filigrane, le substrat tout au fond sous-entendu, comment ça marche, eh ben, en fait, on subit le texte et on ne comprend rien de ce qui se passe. Et toute la technique de texte, technique de texte et technique d'élève et deux méthodes, parce qu'il y a trois grands domaines en fait. Il y a les capacités de l'élève lui-même, il y a la technique de texte et il y a la manière d'étudier. Une seconde. Et tout l'apport d'avoir une technique d'étude, de progresser dans ce domaine-là, c'est en fait de pouvoir profiter de ce que la Gemara peut m'apporter. Et que sans technique, on peut suivre du Dafayomi. Je n'ai rien contre le Dafayomi, c'est une étude extraordinaire. Mais on peut vite subir le Dafayomi et arriver à une frustration où finalement il ne reste pas grand-chose parce qu'on ne comprend pas très bien, etc. Et au contraire, on peut optimiser le Dafayomi. Moi, pour ma part, quand j'ai fait du Dafayomi, je le faisais 4 fois par jour. Je le faisais donc 3 fois tout seul pour le préparer à travers différentes techniques. Et quand j'allais au soir au cours du Rav, c'était la 4e fois. Et donc, en fait, je fabriquais la synthèse du DAV avec le Rav. J'ai fait ça pendant 1 an. Je vous assure, c'est extraordinaire. Bon, ça me prenait 5 heures par jour déjà. Mais si vous voulez, vous voyez que quand on peut faire du Dafayomi de manière très, très optimale et faire du Dafayomi, ça va très vite. On sait bien qu'il ne reste pas grand-chose. Donc, maintenant, vous allez me poser la question. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous savez, c'est un cours très interactif et vos questions, en fait, constitueront l'armature du cours. D'accord? Parce qu'elles serviront à tout le monde. Donc, je n'ai aucun problème. Au contraire, ça me fait très plaisir. Bombardez-moi de questions, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Vous allez me dire, d'accord, mais cette technique, finalement, pourquoi d'abord, est-ce que d'autres gens ne l'ont pas fait avant? D'abord, il n'y a pas que moi qui le fais. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se sont lancés dans la technique de texte pour une simple raison, c'est qu'elle concourt à former le clan Israël, à reprendre contact avec son patrimoine originel qui s'appelle la Torah, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne savent même pas lire ou qui comprennent à peine une Gemara ou un Chumash. Et donc, aujourd'hui, on arrive dans une période messianique où il faut absolument que les gens reprennent contact avec ce patrimoine directement et d'arrêter d'être en contact indirectement à travers tel ravadi. Mais chacun, aujourd'hui, doit rentrer en contact avec ce chomer, avec cette matière qui s'appelle la Torah, pour pouvoir dire lui-même son pshat dans la Torah. Parce que c'est ça le fait que chacun au Har Sinaï, il a perçu une lumière particulière qu'il doit dévoiler à travers des chidushim. Donc chacun, il a une chova en fait, il a une obligation de dire son chidush dans la Torah que personne d'autre ne peut dire. Et ça, c'est important de le comprendre. On l'a perdu parce qu'on est en galoute. On sort, Bezrat Hashem. On a perdu cette notion-là. Et j'en profite au passage pour citer le cas des élèves de Rabbi Akiva, puisqu'on nous sommes dans la période du Homer. Quand on dit à propos des élèves de Rabbi Akiva
que lo natnu kavod zelazé, ils ne se sont pas témoignés de kavod l'un à l'autre. Et que c'est à cause de ça qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté leur Torah, bien accepté les tzadikim. On ne peut pas parler des élèves de Rabbi Akiva. Mais le fait qu'ils n'ont pas témoigné de kavod l'un envers l'autre, ça a fait que toute cette génération, Hachem a préféré la faire disparaître. De quoi il s'agit? Il s'agit là-bas, il y a plusieurs explications, mais une des explications, il s'agit là-bas que chacun, en fait, était dans une compétition de quantité de connaissances. De quantité de connaissances. Moi, j'ai 10 Hidushim, lui, il n'en a que 9, donc je suis meilleur que lui. Et quand moi, je trouve un Hidush, si je lui donne à lui, et que lui ne me donne pas son Hidush, donc moi, je vais être moins fort que lui. Donc, en fait, je vais être moins bien. Donc, les Hidushim que je trouve, je les garde pour moi. Et c'est ça qui n'a pas donné de kavod à l'autre. Parce que le kavod, comme l'explique très bien Rabbi Chetri, c'est de donner les conditions de vie à la personne que j'ai en face de moi. Eh bien, quand moi, je vais partager mes chidushim avec les autres, je vais donner aux autres, je vais optimiser leurs conditions de vie à eux. Pourquoi? Parce qu'en partageant avec eux leurs chidushim, je vais donner au monde de pouvoir devenir chacham, et de devenir complet. Parce que puisqu'on était tous au Har Sinaï, on a reçu une lumière particulière. Alors, le grand devinel explique que pour atteindre la vérité, en fait, il faut la vérité de chacun. Il n'y a que Dieu qui a la vérité unique, puisqu'il remplit le monde, il est un et il remplit le monde. Mais chacun, il porte une part de vérité. Les Breslev, ils portent une part. Les Lubavitch, ils portent une part. Les Litaï, ils portent une part. Les Chassidim, les Séfarades, les Ashkenaz. Donc, chacun, en fait, il doit développer son propre ridouche en contact direct avec la Torah, donc sans passer par l'intermédiaire d'un autre Rav. C'est-à-dire que je peux recevoir la Girsa, comme on l'étudie la Gemara, de mon Rav, mais après, je dois moi-même passer le texte, passer la tête dans le texte et moi-même dire, moi, c'est comme ça que je comprends, indépendamment de ce que mon Rav m'a dit. Et ces Hidushim-là, je dois les mettre à disposition des autres. La Torah s'enseigne gratuitement, donc gratuitement. Et les autres vont s'en nourrir pour eux-mêmes, en fait, enrichir leur point de vue parce qu'ils auront et mon point de vue, le leur, celui de l'autre, etc. Et c'est pour ça que c'est tellement important, d'une part, d'être indépendant et autonome, de pouvoir organiser son étude soi-même, aussi bien au niveau de préparer son texte qu'on va étudier avec Chavruta ou Rav, et aussi bien que de réviser pour réussir à mémoriser son étude. Donc ça, c'est un des premiers aspects sur lesquels la technique de texte va vraiment nous apporter, en fait, de passer de bébé à adulte, de amateur à professionnel, ou dans la Torah, soit je reçois en permanence des autres, et finalement je dis sans arrêt le pshat des autres, et je ne dévoile pas ma personnalité dans la Torah, qu'on attend de moi que je le développe. On l'attend aussi d'un Mahamar de Chazal qui dit que Hachem ne désire pas la mort du mort. De qui on parle là-bas? On parle du rachat. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que le rachat meure. Pourtant, il est rachat, il doit mourir et il ne sert à rien. Hachem veut que le rachat fasse teshuva. Ah, pourquoi? Parce qu'on a besoin de la Torah du rachat. Justement, pour que la Géoula arrive, on a besoin que la Torah soit complète pour qu'elle se dévoile, pour que la Shrina descende sur terre et qu'elle se pose sur tout le clan Israël. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que le monde a été créé pour la teshuva. Pour que tu révèles ta dimension unique. Et ça, c'est uniquement quand tu es en prise directe avec le texte. Et la prise directe avec n'importe quel texte de la Torah, ça s'apprend dans la Gemara, Gemara Shitosot. Du coup, il faut forcément arriver à un moment donné à une indépendance ou à une autonomie dans le texte. Et cette technique-là, vous allez me dire, d'accord, mais quoi? Ça veut dire que les gens d'avant, ils ne savaient pas étudier? Très bonne question. Les gens d'avant, ils savaient étudier comme aujourd'hui, ils savent étudier. Mais je vais vous expliquer le problème de la génération. Le problème de la génération, si je peux me permettre, excusez-moi, si Dieu me le permet. Un des problèmes de la génération que peut-être, je peux dire qu'il y a, c'est de dire comme ça. Quand vous preniez, par exemple, un Tana ou un futur Amora de l'époque, depuis moins 40, il marchait jusqu'à plus 500. D'accord? Ça couvre à peu près toute l'époque des Tanaïm et des Amorim. Quand vous preniez un enfant et que vous le mettiez chez un Tana et qu'il restait 20 ans, il va recevoir pendant 20 ans la même technique et toutes les facettes de l'étude du même Rav. Et eux, ils connaissaient tous la technique de test à l'époque et la méthode.
Donc, il la transmettait par ce qu'on appelle par imbibition. C'est-à-dire, je reçois de mon maître le contenu de la Torah et aussi le contenant, c'est-à-dire le fond et la forme. Je reçois le pshat, mais aussi comment on extrait le pshat du texte. Et pourquoi? Parce que mon rave, je reste 20 ans à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, je reste 20 ans, et même après, je reste 20 ans à son contact et je reçois tout de lui. Mais quand aujourd'hui, vous voyez que, quand on a de la chance d'aller à l'école juive, d'accord, et après de faire la yeshiva, on passe par différents maîtres à chaque fois. Chaque année, ça change. Et qu'on n'a pas forcément des maîtres qui maîtrisent parfaitement la technique de texte. Ils étudient un peu sur le tard comme ça, par la force de la chazara, ils ne transmettent pas forcément la manière de comment on étudie. Ils transmettent le pshat, ils transmettent, mais pas forcément. Donc forcément, il y a une déperdition au bout de 20 ans, 30 ans. On a des pshatim, on a des moussagim, mais en fait, on ne sait pas comment étudier. On ne sait pas comment articuler notre étude. Et donc aujourd'hui, il a fallu, c'est pour ça qu'Hachem, à la fin des temps, pour reformer avec l'Israël, il a envoyé des gens comme ce que je fais, qui prennent le côté technicien de l'étude. Il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui, de plus en plus. C'est-à-dire qu'il a fallu extraire, en fait, comment on étudie. Il y a étudier et il y a apprendre à étudier. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ce premier volet qui nous a pris environ 18 minutes? Grave. Oui. Bonjour. Comment je t'appelle? Jonathan. Jonathan. Enchanté. Je suis de Paris, pas loin du 19e. Je voulais vous demander, Rav, puisque comme il est difficile pour moi dans la semaine avec le rythme qu'on a effréné du travail, etc. Et avant, j'allais dans les cours de Rav Jonathan Ben Chetrit, par exemple, ou j'allais faire des cours le soir. Salut au passage, ami. Donc, comme j'arrivais plus à faire des shiurim, j'étudie seul la Gemara avec les Art Scroll. Et bon, j'essaye d'avancer comme je peux. Il y a des passages où j'arrive pas vraiment à accrocher et je sais qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'un Rav, etc. Mais bon, j'ai étudié quand même 5 ans de Gemara 1 heure par semaine avec le Rav Ben Chetrit. Okay. Donc, j'ai quelques clés. Mais est-ce que, voilà, avancer seul comme ça, maintenant j'ai fini 4 macérets de Gemara, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas si j'ai toutes les clés pour comprendre tous les passages comme il le faudrait, etc. Mais je me dis au moins c'est une première lecture. Peut-être qu'après, quand je le referai avec un Rav, j'aurai une autre vision et j'aurai déjà une première approche de ces dafim que j'ai. Il y a beaucoup, dans ta question, il y a plusieurs questions. Oui. Et donc je vais répondre à une seule question. Donc, on va essayer de préciser. Je pense que ça intéresse tout le monde ici dans l'auditoire qui ne fait qu'augmenter depuis tout à l'heure. Nous sommes déjà 28 participants, c'est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, essaye d'expliquer maintenant par chilukim, ça veut dire par morceau, précise ta pensée. N'aie pas peur de dire des choses qui peuvent peut-être, je sais pas, n'aie pas peur. Essaye de séparer un petit peu les choses parce que je sens plusieurs questions importantes dans tout ça. Ouais, c'est vrai. Ma pensée, c'est que je me dis que j'avance quelque part, parce que je sais que voilà, j'apprends la Torah. Maintenant, est-ce que je le fais de la meilleure manière? Je pense que non. Voilà, je pense que non. Je pense qu'avec un Rav, ça serait mieux. Mais quand même, je me dis, voilà, j'ai pas le temps d'aller avec les enfants, etc. Donc, au moins, je me dis, j'ai avancé, j'ai une notion. Par exemple, en ce moment, je suis dans Psachim, j'ai une notion des corbanotes, comment c'est fait. Voilà, c'est des passages où c'est un peu historique, enfin, il y a des histoires, etc. Par contre, il y a des passages où il y a vraiment des discussions, des marloquettes entre Rav. Et là, on a du mal à accrocher, à retenir. Je vais résumer ce que j'ai compris de la question. Comme ça, tout le monde va savoir à quoi je réponds. Et toi, tu vas me dire, est-ce que j'ai bien compris ce que tu veux dire? Il y a le dire, ce qu'on formule, et il y a le veut dire, la volonté qui est cachée derrière les mots. D'accord? Ce qui se dit à Rika Amar dans l'Agma. Alors, en fait, ce que j'ai compris que Jonathan a voulu dire, c'est pour l'instant, à cause du fait d'une cause qui est louable, hein, il doit beaucoup travailler, certainement que Jonathan est marié, et il a des charges, etc. Bon, donc, il doit travailler. Donc, en fait, il n'a pas le temps ou de se coller un Beth Midrash avec un rab ou une chavruta, etc. Donc, pour l'instant, il choisit une solution qui s'appelle qu'il étudie avec Artscroll. C'est bon jusque-là? Maintenant, c'est bon, Jonathan? Oui, Rav, c'est ça. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'au nom finalement du travail qui ne lui laisse pas assez de temps, mais d'un autre côté, il ne fait pas l'effort peut-être de dégager plus de temps pour avoir une étude plus qualitative? Est-ce qu'au nom de ça, il peut être quitte quand même de l'étude, et c'est bien ce qu'il fait, même si ce n'est pas optimal,
Est-ce qu'il doit travailler ou non? Est-ce qu'il doit faire un effort de réduire sa masse de travail ou de moins dormir pour avoir plus de temps, pour avoir une étude plus qualitative et plus proche de l'optimal qui s'appelle étudier avec quelqu'un? Est-ce que j'ai bien résumé la question? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, pour répondre à cette question qui n'est pas simple, est-ce que c'est bien d'étudier avec ArtScroll ou pas? Alors, évidemment, il y a toujours des gens contre, et puis il y a aussi beaucoup de pour. On va commencer par le contre. Le danger d'un scroll, c'est que tu n'as pas de lucidité par rapport à ce que tu étudies. C'est-à-dire que en même temps que tu as des traductions qui te permettent un petit peu de percevoir ce qui se passe dans le texte, tu n'as pas le côté, en fait, comme c'est une feuille sur laquelle il y a tout d'un coup, il y a les méfarchim de ça, il y a les rishonim, il y a le Bet Yosef qui veut dire ça, il y a. Donc, tu n'arrives pas à prioriser, en fait, l'un par rapport à l'autre, qu'est-ce qui est plus important l'un par rapport à l'autre. Donc, en fait, ça donne finalement un flou artistique dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que tu peux arriver à croire que Rashi, il est en marloquette avec un Amora de la Gemara. Parce qu'il y a les deux traductions en même temps, et c'est normal, parce que c'est inhérent, c'est lié au fait que tu as tout en même temps projeté sur la page. D'accord? C'est pour ça qu'en général, on conseille justement pas aux trop débutants d'étudier un scroll, on conseille aux gens qui ont déjà des notions, parce qu'ils sauront dire non, mais ça, c'est pas important, c'est le Maharam Shiv, c'est un truc, c'est un détail de détail. Je vais me concentrer uniquement sur ce qu'ils disent à propos de Rashi et de la Gemara, par exemple. Ça permet de moins se perdre. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il est évident que Rambam, il dit que l'étude, c'est Kol Azman Apanouilo. Quand est-ce qu'un homme il a le chiyuv d'étudier? Je vais fermer la fenêtre. Quand est-ce qu'un homme il a l'obligation d'étudier? C'est ce qu'on appelle Rambam, et c'est la halakha, Kol Azman Apanouy Lo. Chaque temps qui lui est libre. Et il donne à peu près 5 éléments, d'accord, sans aucune référence à aucun film. C'est quoi d'être libre? Si quelqu'un il va aux toilettes, il n'est pas libre, il est occupé, il s'occupe de son corps. S'il se lave, c'est pareil. S'il mange, c'est pareil. S'il s'occupe du chinour de ses enfants, c'est pareil. S'il s'occupe de Shalom Bay, c'est pareil. Donc, ce n'est pas 5 éléments, c'est 6. Ouais. Et comme la Mishnah. Et le 6e élément, c'est la parnassa. Donc, tant que tu as des charges, et la halakha, dans l'étude de la Torah, c'est comme ça. C'est qu'a priori, si tu es libre, tu dois être au Beth Hamidrash ou dans tes livres chez toi, dans l'étude de la Torah. Et si tu as une charge qui vient et que personne d'autre à ta place ne peut prendre en charge cette chose-là, qui peut être un enfant malade qu'il faut amener à l'hôpital, phase de shalom, qui peut être, ben voilà, je dois payer mon loyer, je dois acheter, ma femme m'a dit, ben, m'acheter à manger et j'ai pas d'argent, donc je dois aller travailler pour gagner de l'argent. À ce moment-là, tu sors de ton étude jusqu'à réaliser ce qu'il faut pour la prise en charge, pour que la prise en charge soit réglée, et tu retournes dans ton étude. D'accord? Un petit peu ça l'état d'esprit qu'on n'a pas aujourd'hui, encore une fois. Ça, c'est l'état d'esprit de la Torah. Aujourd'hui, on ne pense pas comme ça. On dit, je dois travailler, je fixe 8 heures par jour, et puis après, j'étudie. En fait, ce n'est pas tellement comme ça d'après la Torah, mais ce n'est pas grave. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, tu es pris par ton travail. Donc, en fait, quand ton travail est terminé, tu as un certain temps. Donc, on va dire comme ça, du point de vue de la Emouna, tant que toi, tu n'as pas trouvé un travail qui va te donner les mêmes avantages financiers que ce que tu as maintenant, dans un temps moindre, tu n'as pas le droit de réduire ton travail en espérant qu'Hachem va t'aider pour étudier plus. Il faut d'abord mettre en place la solution. Si aujourd'hui, je dis n'importe quoi, tu travailles 25 heures par semaine, tant que tu n'as pas trouvé que tu fais le même chiffre en 20 heures par semaine, tu ne peux pas consacrer ces 5 heures-là à un Beth Midrash pour aller étudier avec un. Donc, tu dois garder ArtScroll et puis sur ce mérite-là, tu pries Hachem qui t'aide. Et quand tu vois que ta prière elle a été reçue, Bachamaïm, et qu'on te donne, on t'ouvre une possibilité de gagner autant d'argent, je ne sais pas dit plus, autant d'argent, mais en moins de temps. À ce moment-là, il y a eu un ishour, Minashamaïm, d'accord? On t'a donné une autorisation Minashamaïm d'évoluer. Et là, tu peux dire, bah voilà, moi j'ai 5 heures de plus aujourd'hui, donc maintenant je vais fixer des temps, ça va me permettre d'aller au Beth Midrash. Ça dépend aussi des horaires, comment ça s'organise dans la journée. Donc moi je dirais que dans ton cas, non, tu gardes un scroll, si tu profites bien de ça comme il faut, comme ça, et pour l'instant tu as un équilibre par rapport à ce que ta femme ou tes enfants, je ne sais pas comment tu es, par rapport à ce que ta vie te demande en termes de charge, tu es équilibré avec ce travail, et un scroll te donne le profit nécessaire et tu avances, tu restes connecté à un monde de Torah, tu restes juif, tu restes dans les mitzvot. Moi je pense qu'il ne faut pas bouger. D'accord? Je ne pense pas qu'il faille bouger. Il faut attendre l'ouverture. Maintenant, l'ouverture, elle vient du cœur. Elle vient de la pureté du cœur.
C'est-à-dire que Hachem, il te donne si tu fais un pas vers lui. On appelle dans la Torah Haba Leitaer Nisaim Lo. Tu sais, dans la Torah, il y a plein de mahamarines comme ça, des enseignements qui sont des équations. Les équations, c'est comment Dieu a construit le monde. Comme il est écrit, si vous ne comprenez pas un des mots, vous me le dites. Hein. Istakla Baoraita ou Bara Alma. Istakla Hachem, il a été mistakel, il a regardé. Dans la Torah, il y a voir et il y a être mistakel. Voir, c'est j'ai vu. Voilà, dans mon champ de vision, j'ai des choses, je vois. Mistakel, c'est que j'ai une vision déjà beaucoup plus approfondie et intense sur la chose. Donc, Hachem, il a regardé de manière très intense dans la Torah. Istakla ba oraita. Oraita, c'est le mot araméen pour dire Torah. D'accord? À part que c'est le nom de ces séminaires célèbres de Ron Shaya, mais en tout cas, c'est ça. Oraita, c'est la Torah en araméen. Donc, Istakla ba oraita. Dieu, il a regardé dans la Torah. Ou bara. Ou, c'est le vav qui est de conséquence. La conséquence du fait que Dieu a regardé dans la Torah de manière intense, c'est que c'est concentré en fait. Ça a été d'être boré olam. Ça a été de créer le monde. Et donc, là, de là, on comprend quoi? Que la Torah, en fait, c'est l'architecture, c'est le socle à partir duquel va pousser le monde. Comme l'ADN, d'accord, qui est un remèze à Adnout, Ado est plus loin en aille, ADN, d'accord. Comme l'ADN de la chose, elle va passer pour les scientifiques du groupe à l'ARN, une ARNA, c'est-à-dire on va fabriquer en fait un message intermédiaire. Et après, avec les protéases, à partir de l'ARN, on va fabriquer des protéines, qui sont la version comestible du monde. D'accord? On ne mange pas de l'ADN, on ne mange pas de l'ADN de pomme. On mange la pomme. Mais pourtant, la pomme, elle a un ADN végétal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enseignements de la Torah, en fait, sont des équations, des règles sur lesquelles Hachem s'est fondé pour construire le monde. Donc, quand on vous dit Haba le Itaer, c'est un enseignement des Chachamim, celui qui vient pour se purifier. Haba, celui qui vient les Itaer pour se purifier. Mais Sayaim lo. Siata, c'est le mot hébreu et araméen pour dire une aide. Mais Sayaim lo, on l'aide. C'est quoi maintenant de venir pour se purifier? Venir pour se purifier, les Chazal Omrim, les Chachamim, ils disent qu'en fait, tu viens vide. Tu viens vide vers Hachem. Pourquoi on a reçu la Torah dans un désert? Parce que si on l'avait reçu dans une ville, bon, il y aurait eu la ville, et dans la ville, il y a la Torah. On l'a reçu dans un désert pour montrer que quand on reçoit la Torah, il n'y a que la Torah. De là, tu apprends quoi? Que si tu veux recevoir la Torah d'Hachem, il faut que tu viennes vide. Maintenant, Torah, c'est bracha. Torah, c'est bracha. C'est Yaakov Avinu qui l'a dit. Yaakov Avinu, quand Rivka lui a dit, tu sais, tu dois prendre les brachot de ton frère, c'est comme ça. Lui, il a dit, mais je ne peux pas. Moi, je suis Torah. Yaakov Avinu, Ish Tam Yoshev Ohalim. Il représente l'essence de la Torah, c'est Yaakov Avinu. Et il a dit, Torah, c'est bracha. Donc, je n'ai pas besoin des brachot d'Esther puisque je suis bracha. Et Rivka lui a dit, si, toi, tu n'as pas besoin, mais dans ta descendance, il y en a qui ne seront pas Torah comme toi. Et ils auront besoin d'une bracha pour avancer dans le monde. Et de la même manière, Yitzhak Avinu, pourquoi il voulait bénir Esav et pas Yaakov? Parce qu'Esav, il était un peu tordu. Et il savait qu'il était un peu handicapé par sa psychologie. Et donc, Yitzhak Avinu voulait bénir Esav pour qu'il ait une chance de réussir dans le monde. Et il savait qu'Yaakov Avinu, comme il est Torah, il n'a pas besoin de bracha. Torah, c'est bracha. Donc, celui qui vient pour se purifier, c'est-à-dire qui vient vers Hachem, il dit Hachem, je suis vide. Hachem, je suis vide. Donne-moi, remplis-moi. C'est marqué qu'Hachem ne laisse jamais un kéli vide. Jamais. Il voit un kéli vide, pouf, il le remplit. Ça, c'est Shavuot. C'est le travail de Shavuot. On se présente à Hachem vide. On étudie toute la nuit. On est épuisé. On est vidé. Et le matin, plouk, Hachem, il nous rentre la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens pour te purifier et que tu viens vers un Kadosh Borou, tu dis Hachem, j'ai rien, voilà. À ce moment-là, Hachem, c'est là qu'Hachem va te remplir. Tu cherches la refouach les mains pour ton fils, tu as fait les meilleurs professeurs, tu as fait les meilleurs médicaments, là tu commences à donner un peu des troumos, tu commences à demander des brachot et tu vois que ça ne marche pas. Parce qu'Hachem, il dit c'est ta bracha, c'est ta demande à toi que je veux, c'est ta prière à toi que je veux. Et là, tu commences à prier toutes les larmes de ton corps, tu fais du télim, tu pleures. Et là, la refouach les mains, elle vient. Parce que tu es venu vide devant Hachem. Parce que celui qui vient plein, Hachem, il ne lui donne pas. Si tu viens, tu dis ouais, moi je m'en fous, de toute façon, je connais le meilleur médecin du monde. Tu viens plein. Tu viens avec Hachem, avec un docteur. Tu viens voir Hachem avec un docteur. Il dit, mais attends, tu es venu avec un docteur. Rabbeinu Bechaye aussi, il dit ça. Celui qui a
quelque chose dans les mains sur lequel il compte, Hachem, il le laisse avec cette chose-là. Il ne peut pas l'aider. Par contre, quand tout se brise, que tu n'as plus rien pour réussir, et tu n'as que Hachem, maintenant ta prière, tu dis Hachem, il n'y a que toi. Et là, tu es vide. Maintenant, Hachem, il va te donner la bracha, il va te donner la Torah. Donc, tout ça pour dire quoi? Voilà, je reviens à Jonathan pour terminer sur sa question, pour dire que si toi, maintenant, Jonathan, ça te pèse cette situation, parce que tu sais très bien qu'en fait, aujourd'hui, tu es dans une situation, ce qu'on appelle Bediavad. Bediavad, ça veut dire que ce n'est pas le top. Et finalement, c'est vrai que si tu avais un autre boulot qui te laisse plus de temps, tu serais heureux de retourner et d'être au top et d'étudier en massa au matin avec quelqu'un. Ça te pèse, mais tu ne peux pas faire autrement. Mais parle à Hachem, dis-lui, regarde Hachem, ça me pèse. Artcroll, c'est bien, j'ai des moussagim, mais au fond, je sens que c'est pas. Je sens que je pourrais faire un effort de plus. Simplement, il me manque quelque chose. Il me manque ce qu'il dit que toi, tu peux me donner. Je te garantis que ce jour-là où tu vas être sincère, Hachem, il va te donner le boulot avec pas plus d'argent, la même somme, mais avec plus de facilité pour te libérer pour le Beth Amikdash. C'est automatique. Amen. Pourquoi? Parce que c'est marqué Haba Leitaer, mais ça imlo. C'est tout. Et je termine avec ça parce que c'est un des processus de technique dans l'étude qui fait progresser, c'est la Emouna, c'est le bitachon. Quand Yaakov Avinu, il a dit, mais Aïn Yavo Ezri, Ezri mi Machem, c'était quand Eliphaz, le fils de Esav, il est venu et il a dit, regarde, je suis embêté. Il a dit à Yaakov Avinu, d'un côté, je t'aime, parce qu'Eliphaz, il a étudié chez Yaakov Avinu, donc il a pris de lui, d'accord? D'un autre côté, je dois faire mitzvah de Kibud Avaim. Mon père, Esav, il m'a dit de venir te tuer. Comment je vais faire? Yaakov Avinu lui a dit, il n'y a pas de problème, regarde, je te donne tout mon argent. Sache qu'un pauvre, il est indigne de maître. Celui qui est pauvre, il a un statut de mort. Et donc, je te donne tout l'argent que j'ai, les vêtements, les trucs, les machins. Et tu vas voir ton père, tu dis, voilà, j'ai tué Yaakov Avinu, et tu ne mentiras pas à ton père. Tu auras fait ce que ton père t'a dit, mais tu m'auras gardé en vie parce que d'un autre côté, tu as reçu de moi, tu veux me garder en vie. Et il est rentré dans le fleuve, Yaakov Avinu. D'accord? Et il était nu, il n'avait plus rien. Et il devait aller pour chercher Rachel, pour se marier. Imaginez, pour faire le premier chidour de sa vie, il arrive avec rien en poche. C'est vraiment la honte, quoi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il s'est écrié? Il a dit, mais Aïn Yavo Ezri, d'où est-ce qu'elle va venir mon aide? Mais Aïn, d'où Yavo, elle va venir? Ezri, Ezer Sheli. D'où elle va venir mon aide? Ezri, Me'im Hashem. Mon aide, Me'im, elle va venir de l'intériorité de Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va venir et qui va m'aider. À ce moment-là, il y a un goy qui est venu. Vous connaissez l'histoire, je pense. Un gars, il est venu avec son cheval, ses vêtements. Hop, il voulait se laver. Il a mis ses vêtements sur le côté de ça. Il s'est lavé. Il s'est fait emporter par, je ne sais pas quoi, une vague ou un trou dans le fleuve, etc. Il est mort. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a compris qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, immédiatement après qu'il a dit cette phrase-là, Hachem a envoyé ça. Il a compris. Et il est allé chercher les vêtements. Et il a mis les vêtements. Il est parti voir pour se marier avec Rachel, pour faire le shidduch. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Alors, il y a des sceptiques qui vont dire, ouais, comme par hasard. Ok, j'accepte, comme par hasard. Mais dis-moi, comment tu acceptes que, comme par hasard, quand lui, il est dans le fleuve, le goy, il vient, il se noie. Comme par hasard, au moment où il dit cette phrase, comme par hasard, t'imagines, Yaakov Avinu, il fait 1m80, l'autre, il fait 1m54. Ah il est arrivé impeccable pour Rachel. Le goy, il avait les mêmes midotes que lui. Il avait exactement le même truc. Le smalto, le truc, c'était les mêmes tailles. Comment tu expliques ça? Mais il y a Ezri, Ezri Me'im Hashem. C'est que quand toi tu comptes sur quelque chose, Rabbeinu Bechaye, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il te laisse sur cette chose-là. Toi, tu rentres en confinement. On te dit ça va durer 2 mois, 3 mois, tu dis ouf, je m'en fous, moi j'ai 1 million sur le compte. Donc le confinement, ça ne me dérange pas, on va le passer le confinement. Dis-moi, tu crois que les banques, elles vont te laisser faire? Tu crois que les banques, elles vont te laisser faire? Ils sont en train de tout geler, ils sont en train de tout plaquer. Même tout l'argent que tu as sur ton compte, tu as intérêt à vite acheter des terrains et acheter des choses dont la valeur ne descendra jamais. La Gemara dit que les terrains, c'est le meilleur moyen c'est un Baba Messia, le meilleur moyen de cacher son argent, c'est dans la terre. Il y a 2 pshatim. Ou dans la terre au fond, mamash, parce que personne ne va aller les chercher là-bas, ou d'acheter des maisons. Parce qu'une maison, tu pourras toujours la revendre, ça aura toujours une valeur. Donc, fais bien attention que ton argent que tu as sur ton compte, que tu crois que cette avance, elle te permettra de passer le confinement de la corona pépère, fais bien attention que les banques aujourd'hui, demain, ils ne vont pas dire, écoutez, comme il y a une loi qui est sortie en janvier dernier, je ne sais plus si c'était ce janvier ou celui d'avant, que les banques, elles se sont autorisées à se servir dans les comptes épargne des gens qui épargnent les pauvres à 2% l'an depuis 17 ans, 20 ans, à se servir dans les comptes pour renflouer la banque pour pas que la banque fasse faillite. Renseignez-vous.
Donc, ça veut dire que la loi, elle est déjà en place pour l'épargne, mais elle peut être en place pour… Ça peut être une extension pour n'importe qui. Faites très attention. Donc, ça veut dire quoi? Que quand toi, tu comptes, tu dis, ouais, moi, je suis un super vendeur, j'ai fait, je sais plus, ex-co sub, de sub, de co, de fric, de trucs, et je suis une bombe atomique. Toi, tu crois, tu tombes sur, tu comptes sur ta tête pour être un bon vendeur. Hachem, il va t'amener un gars qui n'a même pas le CAP, de CEP, de BEPS, de je sais pas quoi, et c'est un tueur à gages, et il n'a fait aucune étude. Et toi, avec tous tes clalines, tes trucs, tes machins, et les coms, elles te passent tous sous le nez depuis qu'il est là. Donc Hachem, il te montre. Celui qui a, il a que ses tripes, c'est-à-dire il n'a rien, il est en short le bonhomme, mais il veut réussir. Akadosh Baruch Hu, alors que celui qui vient bardé de kélim, bardé de diplôme, bardé de trucs, c'est moins sûr qu'Hachem. Je ne vais pas dire que c'est pas sûr, parce que sinon je vais faire tout le monde va partir. Mais c'est moins sûr, on va dire. D'accord? Voilà, Jonathan. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu subis, tu montes à Hachem que tu veux aller beaucoup plus loin, et Akadosh Baruch Hu, il va te chérir. OK. Une autre question ou on avance? OK. Oui, Rav, juste une question. Vous avez parlé de méthodologie. Ouais. C'est un petit peu ça l'idée. C'est s'il existe une méthodologie, voilà, s'il existe une méthodologie, je veux dire, notre problème, c'est qu'on a été formé avec, comment on appelle ça, l'esprit cartésien, le développement, la conclusion. Et je pense que c'est totalement différent. À la rigueur, c'est l'antithèse de cette méthodologie. Exactement. C'est le gars de Vina qui le dit. Je vais t'expliquer. Le gars de Vina, il dit plus un enseignement il est caché quand il est transmis, et plus il est toranique. Et moi, je suis en train de te parler de quoi? Qu'on va en fait dévoiler. Dévoiler, c'est herba, c'est parout. On va mettre à nu comment elle fonctionne une Gemara à l'intérieur. Et la Gemara, elle aboutit à la Lacha qui est la Torah féminine. On va dévoiler les femmes, les amis. Vous vous rendez compte? Cette horreur. Parce que la génération, pour être sensible à l'étude, est obligée de passer par une espèce d'adaptateur un peu goy, en fait, un peu parout, où on va dévoiler les mécanismes qui sont normalement qui doivent rester cachés. Et c'est pour ça qu'ils se transmettent de maître à élève depuis les Tanaïm de manière cachée. Mais notre génération n'a plus ce mérite-là. Notre génération n'a plus ce mérite-là. Et donc aujourd'hui, on est obligé de verbaliser, on est obligé de montrer, de décoder. C'est pour ça que vous avez les codes de la Torah, les gématriotes, etc. On est obligé en fait de montrer à l'extérieur comment ça marche de l'intérieur. Parce qu'on n'est plus au niveau. La transmission, on est tellement au fond. On est tellement au fond de la poubelle, dans la galoute des toumotes, que notre état d'esprit, en vérité, pour retourner dans la pureté de la Torah, eh ben, on est obligé de passer en fait par des systèmes de pensée goy. Et le fait, effectivement, de verbaliser à un moment donné comment ça marche la méthode d'étude, en fait, tu as tout à fait raison. C'est une manière cartésienne, avec un résumé, une synthèse, des techniques comme ça, des trucs. Alors qu'au début, comme j'ai dit avec l'histoire du Tana, ça doit se transmettre de manière cachée, de manière sanoa, de manière fine, de manière comme ça, entre maître et élève. Et tu vas dire aujourd'hui, il y a plein de gens, moi je me souviens quand j'ai commencé dans ce chemin-là, il y a plein de gens, je leur parlais, il y a des gens qui sont, on va dire, toujours nés dedans et qui ont toujours connu la Gemara, etc. On leur disait, mais est-ce qu'il y a une méthode d'étude? Comment on étudie? Mais aujourd'hui, tu fais le test. Ils vont dire quoi? Étudier, je sais pas, étudier, on learn, voilà, c'est tout. Lernen, steigen, voilà, on s'assoit, on étudie, c'est tout. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le problème. Et quand nous, on va faire le test ensemble, vous allez le voir. Je ne vais pas vous vendre un truc avant, mais moi, ça fait 15 ans que j'ai eu plus de 1000 élèves dans cette méthode. Donc, je sais de quoi je parle, je connais entre guillemets mon produit, et que ce ne soit pas un business. Mais quand vous allez voir à quoi on arrive, mais malheureusement, en fait, on est obligé de passer par cette espèce d'ampoule adaptative un peu pas fermée, c'est propre, mais un peu extérieure, comme ça, un peu goy, pour re-rentrer, parce qu'après, une fois que vous avez la méthode d'étude, en fait, sans vous en rendre compte, vous allez étudier comme n'importe quel Bahou Yeshiva, n'importe qui a fait l'Yeshiva, qui a appris à étudier, mais lui, il ne saura pas vous dire, en fait, les mécanismes de l'étude. Il étudie, c'est tout. Et vous, il faudra repasser par là. Je dis vous, parce que vous êtes là. Quoi. Et vous, il faudra repasser par là pour arriver à ça. Et vous allez, aujourd'hui, j'ai des élèves, pour vous dire, avec qui j'ai travaillé pendant environ 1 an, 2 ans. Ils sont à l'aise dans le Marachi. On a fait ça par Skype, c'est des gens aux États-Unis, par exemple, ou par Zoom. Aujourd'hui, ils étudient. Moi, c'est des chavrutot pour moi. C'est des gens qui n'ont jamais étudié un mot de Gemara depuis il y a 2 ans. Et quand on a commencé 1 heure par semaine, après 2, après 1 heure par jour, et qu'aujourd'hui, on descend un hamoud à Yomi qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, et en 1 heure de temps, ils ont tout le vocabulaire, les structures, les questions, les réponses, le truc, etc.
Voilà, c'est des chavrutot. Les chavrutot. Les bonhommes, ils rêvent. Maintenant, ils sont avec des rabbinim le matin, tout doucement, 1 heure après la tefila, après 2 heures, après ils passent au collège à la mi-temps. Et évidemment, il y a obligatoirement dans cette évolution le fait de mettre en place le derer haemuna, ce qu'on appelle. C'est-à-dire de garder toujours une approche équilibrée des choses. Ne pas s'envoler, ni du côté de la Torah, ni du côté de la matière. Ça veut dire de rester un homme normal. Un homme normal, si je suis étudiant à l'université, ben, je reste étudiant. Ce n'est pas pour autant que demain je vais partir à l'yeshiva, je vais tout quitter. Si j'ai un travail, je ne vais pas partir au collège à plein temps pour autant. Je suis un homme de la société, d'accord? Mais d'un autre côté, je prends part dans la Torah. Et je me construis de manière équilibrée. Et je dévoile mon potentiel. Après, en fonction du Derech Haïmoun Alirat Shamaim, Akadosh Borou, Hashem, plus ou moins, il envoie Siat Alishmaya pour aller plus loin, d'accord? Mais de manière saine et équilibrée, encore une fois. D'accord? D'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Franck? Tout à fait, absolument. Ok, super. Merci, merci. Je vous en prie. D'accord. Donc, on a vu un petit peu, on a vu beaucoup de choses déjà, Baruch Hashem. On a vu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Donc, on va rentrer un petit peu dans le Homer. Donc, en fait, ce qu'on doit étudier ensemble, alors pour vous expliquer un peu le fonctionnement du cours. Donc moi, j'ai beaucoup de programmes qui sont prêts donc, depuis des années, puisque ça fait des années que je développe tout ça. J'ai beaucoup de programmes qui sont prêts. Ce que j'ai rajouté récemment, ce sont des PDF, d'accord, des textes, qui vont permettre vraiment de réellement reprendre tout ce qu'on va voir ensemble et de l'acquérir. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un cours ensemble, qui est en fait une Gemara normale. C'est-à-dire, on va faire du pshat, on va faire tout ce que vous pouvez trouver dans quelque chose de normal, mais vous allez avoir en plus, en fait, d'abord la technique de texte, la technique de méthode, la méthode, qui va vous permettre de réellement refaire, en fait, de reprendre, de savoir lire, de savoir traduire, de savoir résumer, de savoir synthétiser, de savoir conclure la Gemara. Comme si vous aviez toujours su étudier, et bien vous allez l'apprendre en fait en même temps que le texte, en même temps que le pshat. Pour optimiser ça, après le cours, je vous envoie des questions. Des questions dont la réponse, en fait, c'est ce que vous aurez reçu pendant le cours. D'accord. Pour répondre à ces questions, je vous envoie d'abord jouer le jeu, soit je vous envoie les deux, le PDF avec les questions, et après le PDF avec questions-réponses. Ce qui n'est pas obligé. Vous pouvez suivre le cours sans faire les PDF. Attention, hein, ne croyez pas, non, ça m'oblige à faire des PDF, des textes, des trucs. Ça n'a rien à voir. Vous avez plusieurs niveaux. Celui qui vient, il se parfume, il rentre, et il profite, etc. Il ne veut pas faire les PDF, il pourra continuer à suivre le cours du shiur, il n'y a aucun problème. Celui qui veut aller plus loin, je lui envoie les questions et après les questions-réponses, qu'il fasse d'abord les questions. Alors, soit tout seul, honnêtement, entre lui et lui-même. Donc, en général, vous avez le PDF et puis vous écrivez sur une page à part. Il écrit les réponses que lui, il pense que c'est ça qu'il a compris. Et après, avec le troisième document, enfin le deuxième PDF, où il y a aussi les réponses, il s'auto-corrige. Et il évalue à peu près à combien de pourcentage ce qu'il a écrit ressemble à la réponse. Et à chaque fois, il vérifie, ben finalement, avant j'étais à 15%, 20%. Après, vraiment, je voyais que en fait, j'avais la moitié de la réponse et pas le reste. Et maintenant, je vois que pratiquement tout le temps, je réponds ce qu'il faut. Donc ça veut dire qu'il perçoit de mieux en mieux, en fait, et de plus en plus tout ce qui se passe pendant le cours. D'accord? Donc c'est ça l'autocorrection. Maintenant, le truc optimal, c'est de reconstruire la réponse aux questions avec une chavruta. Parce qu'en fait, ça va dynamiser la chavruta. Parce que les questions, elles vont être sur le chat, elles vont être elles vont vous amener en fait à vous poser la question. Ah ouais, attends, quand il a dit ça, ouais. En fait, c'était ça, c'était toi qui. Ah oui, tu as raison, c'est comme ça. En fait, c'était ça. Le chat, il est comme ça parce qu'il avait dit que c'était sur tel mot. Donc, en fait, vous allez en dynamiser, vous allez apprendre à faire chavruta. Et après, au fur et à mesure des dapim, on va apprendre à résumer et à synthétiser le dap jusqu'à arriver en fait à des résumés des arborescences sur une demi-page en quelques mots. On va résumer tout ce qu'on a vu sur, par exemple, un mood ou un daf. Et ça va vous apprendre à faire des chazarot. On va apprendre comment est-ce qu'on est mechadesh dans un daf, comment on synthétise, comment on mémorise. Ça vous amène aussi à mémoriser. Ça, c'est une loi de Rambam qui dit que écrire une Torah, ça n'a de sens qu'à la fin de l'apprentissage. Pourquoi? Il dit, Rambam, dans le Chot Chinour, il parle de hot, faire des hot à son niveau. C'est quoi de faire des signes à son niveau? De faire des résumés par arborescence ou par tableau
qui vont me permettre visuellement de réaccéder à toute mon étude en quelques secondes. Et pourquoi c'est là que c'est important d'après Rambam? Parce que si je fais que écrire depuis le début de mon étude, en fait, je suis en train d'écrire une deuxième Torah. Et il va falloir non seulement je revois le texte, mais aussi tout le temps ce que j'ai écrit. Or, ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de compacter mes connaissances à un tel point que j'arrive à résumer une synthèse en quelques secondes. Je rappelle les connaissances. Qui c'est qui fait ça? C'est le Rav Kanevski. Comment vous croyez que le Rav Kanevski, il étudie toute la Gemara Shabbat, chaque Shabbat? 223 pages, je ne sais plus, 249. Comment vous croyez qu'il fait? Tout. Comment c'est possible? Parce qu'il a fait des hôtes à son limoud. C'est ce qu'on fait à la Yeshivat Mir, on apprend ça. Moi, j'ai appris de ça du Rav, le Rav Fresh. Alors, on connaissait à Paris. Le Rav Shlomo Fresh, qui était à Henri Murger. J'étais pendant 2 ans dans sa yeshiva. Et après, il est parti, je crois, il est d'Épinay, lui. Maintenant, il est à Enghien-les-Bains, je crois. Et lui, il m'a appris cette technique à Mir. Il m'a dit, tout le monde étudie comme ça à Mir. Mir, c'est 6 000 étudiants ici, d'accord, à Jérusalem. Je peux vous dire, ça pulse. Hein. J'étais 6 mois là-bas, c'est chaud. Donc, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que faire des signes à son limoud, c'est qu'une fois que vous avez traversé la barrière du texte, la barrière du pshat, la barrière du résumé, vous faites une synthèse. Les problèmes de Tosfot, c'est ça, et la solution, c'est ça. Point. Et c'est ça. Et vous avez des cahiers dans lesquels vous avez toutes vos synthèses de Rashi, toutes vos synthèses de Gemara, toutes vos synthèses de Tosfot. Et c'est ça, en fait, que vous révisez. Parce que le texte, une fois que vous le connaissez par cœur, vous l'avez traversé une première fois, pourquoi sans arrêt vous allez repasser par le texte? Pour le Mémosé, je parle. Pour faire Hazara, il faut repasser par le texte depuis le début et étudier comme si on n'avait jamais étudié cette chose-là et se poser des questions. C'est bizarre, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? C'est une autre approche, la Hazara, que la synthèse. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le cours ensemble. Nous, on s'est fixé 3/4 d'heure par jour, Bezrat Hashem, pendant le confinement. Après le confinement, c'est un autre monde. On ne sait pas ce qui se passera ni pour nous, ni pour moi, ni pour vous, ni pour moi. Pour l'instant, on est confinés, même nous ici. Donc, on a un petit peu de temps. On fait le shiur. Après le shiur, vous jouez le jeu sur les questions pour ceux qui le veulent. Et après, vous recevez les réponses et vous vous autocorrigez. Le top, c'est de faire ça à 2. Si vous ne pouvez pas le faire, vous le reprenez tout seul chez vous, pépère. Et vous acquérez tout doucement le chomer, la matière du cours. D'accord? Donc maintenant, une autre chose qui était importante, c'est que nous, on va faire ça. Oui, donc j'ai plusieurs programmes qui sont prêts. J'en ai dans Brachot. Si vous voulez voir un petit peu, il y a à peu près presque 400 vidéos dans la chaîne YouTube Yaakov Laguerre. Déjà là-bas, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. C'est pour ceux qui aiment bien farfouiller dans YouTube, il y a de quoi faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces PDF-là, aujourd'hui, je les ai développés essentiellement dans la Gemara Makot. D'accord? Et donc, j'avais peur que ça fasse un peu doublon par rapport à notre ami Hillel Bol. Et en fait, à la lumière de la réflexion, je me suis dit que ça allait être un complément. Pourquoi? Parce que ce que vous allez acquérir ici, Hillel, il fait déjà de la technique de texte, d'accord? Mais là, c'est vraiment ça va être des écrits, des répétitions. Vous allez avoir le texte avec les voyelles en Rashi, et puis après, vous allez passer d'une phrase à l'autre pour apprendre à lire dans Rashi, sans voyelles, etc. Ça va très, très loin, d'accord? Vraiment dans l'acquisition de la maîtrise du DAF lui-même. Donc, ça ne rentre pas en contradiction. C'est complémentaire, d'accord? C'est complémentaire. Et moi, si je l'avais fait dans d'autres programmes, on aurait pu faire dans d'autres programmes. Pour l'instant, les PDF ne sont pas prêts ailleurs, donc je vous propose qu'on commence comme ça. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, s'il y a encore d'autres questions, il y a encore d'autres raisons pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'avoir vraiment la Gemara. On peut terminer sur ça. Oui. Ce qui est important de comprendre par rapport au fait de savoir étudier une Gemara, parce que j'ai cette question. Moi, j'ai des gens qui me disent, OK, mais moi, la Gemara, d'abord, ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas concret, je ne vois pas à quoi ça va me servir dans ma vie de tous les jours. Et puis, je fais déjà du Likuter Moran, je fais déjà de la Chassidut, je fais déjà ça. Genre, la Maba avec ça, etc. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème sur ça. Par contre, là où il y a un problème, c'est que le Chafetz Chaim, il explique deux choses très importantes. Et c'est le Chafetz Chaim, ce n'est pas n'importe qui ne vont pas en stira par rapport au fait de ne pas étudier la Gemara, parce qu'il y a des gens qui vont se suffire de fromage de Teilim ou d'autres matières, et qui se disent finalement, j'aurai mon Olam comme ça. C'est sûr, ils ont Olam Haba, mais d'abord, quel Olam Haba, quelle qualité, et puis surtout, il va y avoir une période qui s'appelle le Mashiach. Et le Chafetz Chaim, il parle de ça en disant qu'il faut faire
par rapport. Non, c'est pas Rav Esraim. Rav Esraim parle d'autre chose. On va parler d'abord sur Rav Esraim, puisque j'ai commencé avec lui. Rav Esraim, il explique que, ça c'est dans l'introduction, je crois, sur un de ses livres de Mishnah Brura. En tout cas, c'est quelque chose de connu, d'accord? Vous demandez à gauche, à droite, chez les Rabbanim, c'est vraiment quelque chose d'hyper connu. Il explique que la seule manière, et j'ai expliqué comment ça marche, c'est Rav Ben Tata qui m'a expliqué, la seule manière d'être sûr de ne plus fauter dans une faute qu'on a l'habitude de faire, bon, on ne va pas les citer parce que sinon on va s'exciter, d'accord? On connaît tous les fautes qu'on a l'habitude de faire au jour le jour. La seule manière, c'est de connaître tous les détails de la halacha dans ses fondements, comment la halacha elle est fondée depuis le début de la Gemara jusqu'au Shulchan Aruch. Alors pourquoi? Vous pouvez me dire, bah non, j'ai qu'à demander au Rav. Et voilà, le Rav il m'a dit quoi faire, je vais faire ce que je fais, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Oui. Le problème, c'est que quand toi tu es habitué à faire une faute, celui qui te fait tomber, c'est le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est un ange de feu, alors que toi, tu es un homme de paille, un homme de chair. Et la force, c'est quoi l'image? C'est que toi, tu es fatigable et que lui, il est infatigable. Donc lui, il va t'amener dans un chemin. Il va te dire, va par là, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, jusqu'à ce qu'il te fatigue et il te fait tomber au bout. Parce que toi, tu es fatigué. Parce que tu n'es pas infini, tu es fini. La seule manière de pouvoir se battre contre le Yetzer Hara qui te propose une Avera, même si au début tu dis non, d'accord? Tu dis non, tu dis non, tu dis non, tu dis non. Mais lui, il te propose juste sous diverses formes, à différents horaires, de diverses manières, dans différents lieux, jusqu'à ce que tu tombes. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, tu vas tomber. Il sait qu'à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir dire non. Pourquoi? Parce que tu es un homme. Parce que tu es fini et que tu es fatigable et que tu peux te tromper. Alors que lui, il est infatigable. Et il a la vision de toute la vérité. Et c'est pour ça qu'on tombe. Tu nourris ton sechel, d'accord? C'est l'outil qui va te permettre de te diriger, de quelque chose de fini. C'est-à-dire, je ne tue pas parce que ça, parce que ça, parce que ça. Mais ce n'est pas de la Torah. C'est ce qui se passe dans le monde. Je ne tue pas parce que ce n'est pas bien. Je ne tue pas parce que ça fait mal, etc. À un moment donné, que tu n'as aucune cause dans le monde qui s'oppose au meurtre, tu vas tuer. C'est automatique. Parce que tu n'es pas allé au fond de toutes les causes qui fait qu'en tant que juif, tu n'as pas le droit de tuer cette personne. Mais par contre, tu as le droit de tuer un malek. La seule manière de remplir ton sechel, le sechel, c'est la base qui va te permettre de faire des choix. La seule manière que ton sechel, qui va s'opposer en fait, le Yetzer Hara, il vient, il te propose une avera. Ton sechel, il vient, il s'oppose au Yetzer Hara. Si ton sechel, il est rempli de la Torah dans les fondements de la halacha telle qu'elle est, tu pourras toujours opposer un argument au Yetzer Hara et tu ne tomberas jamais. Parce que la halacha, depuis sa formation dans la Gemara, elle contient tous les ferments, toutes les graines contre le Yetzer Hara pour s'opposer à lui, pour ne pas tomber. Donc, automatiquement, si on veut ne plus fauter, ça ne suffit pas d'avaler des Kitsur Shulchan Aruch ou de se reposer sur ce que le Rav a dit. On est obligé de rentrer sa tête dans la manière dont la halacha elle est fondée pour s'opposer à une avera, par exemple sur la tzniut, sur la pritzout, sur le fait de ne pas manger kasher, etc., etc. Et ça oblige en fait à rentrer à maîtriser l'étude des textes. Et l'étude de tous les textes, Bet Yosef, Tur Shulchan Aruch, etc., ça s'apprend dans Gemara Rashi Tosfot. Ça n'est qu'en étant indépendant et autonome dans Gemara Rashi Tosfot que je peux aborder l'étude du Tur Bet Yosef, l'étude du Shulchan Aruch, l'étude du Mishnah Brura, etc. Il n'y a que comme ça. Alors, Rav, juste une question. Ouais. Excusez-moi. Alors, comment ça se fait que les femmes n'ont pas besoin de l'étude pour, par exemple, vous avez cité le cas de la sniout, pour justement respecter la sniout? Ouais, parce que les femmes, elles ont un mari. D'accord. Mais quand ah d'accord, d'accord, ok. Je pensais qu'ils avaient quelque chose de plus que nous qui leur permettait, on va dire, sans l'étude, pour arriver à la même chose. Ishto kegufo. Si tu fais bien ton shalom bayit, c'est-à-dire si dans ta vie, il n'y a que ta femme qui compte, c'est la prunelle de tes yeux. Elle te dit, mon chéri, tu rentres à 7h, à 7h, tu es là. Si ta femme, tu l'aimes, tu fais attention à elle, elle est collée à toi. Le jour où tu lui dis, chéri, les collants, c'est 60 deniers, les manches, c'est jusque-là, et la robe, c'est ça, et le kissou, il est comme ça, je te garantis, elle est au pas. Elle te dit, elle n'a pas de problème. Pas parce qu'elle est au garde à vous et que tu as un militaire à la maison. Parce qu'elle veut te faire plaisir. L'essence de la femme, c'est d'être mes coups d'échette. Elle est consacrée à son mari. Donc, elle veut toujours lui faire Shabbat les salades qu'elle aime. Elle veut toujours s'habiller comme lui, il aime. Pourquoi elle te dit, tiens chérie, j'ai fait une nouvelle coupe de cheveux.
pour toi, parce qu'à la maison, dans certains moments, je vous écoute pour toi, quand on est dans une activité, qu'est-ce que tu en penses? Je me suis acheté tel vêtement, parce qu'il va te plaire à toi. Je vais conclure, parce qu'il ne me reste que 3 minutes, sur la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, où ils disent, est-ce qu'il faut augmenter le nombre de bougies à Hanouka ou diminuer? Beth Hillel, il dit qu'on rajoute une bougie chaque jour, et Beth Shammai, il dit qu'on réduit. Là-bas, je crois que c'est dans la Gemara, on explique en fait de quoi il s'agit. On parle de l'étude avant et après Mashiach. Est-ce qu'un homme, il doit augmenter l'étude? Est-ce qu'il doit avoir plus d'études moins profondes ou moins d'études mais plus profondes? Beth Hillel, il dit, avant le Mashiach, il faut toucher à tout Al-Pipchat. Parce qu'après le Mashiach, on va étudier comme Beth Shammai, qui dit que chaque chose qu'on aura étudiée avant, on l'approfondira après. D'accord? Parce qu'il y aura des quoi avec le Mashiach. Si tu as étudié le Davbet de Brachot, tu monteras avec le Mashiach pour l'approfondir après le Mashiach. Si tu ne l'as pas étudié avant, tu ne pourras pas monter. Ça valide le fait qu'il faut faire du Dafayomi, terminer les Zdarim de Mishnayot, terminer tout le Chumash Rashi, etc., etc., etc. Mais il y a un autre problème, c'est qu'après le Mashiach, tu vas approfondir tout ce que tu as étudié avant. Approfondir, c'est uniquement si tu sais étudier les textes. Si tu n'as pas appris à étudier avant, ce qui s'appelle indépendance et autonomie, donc technique de texte, en mariage de spot, pour savoir tout approfondir. Si tu ne l'as pas fait avant, tu ne pourras pas le faire après. Tu auras beau terminer tous les Zdarim que tu veux, avoir appris toute la Torah Pipchat, dans le Dafayim, la Mishnah, le Chumash, etc. Si tu n'as pas été autonome et indépendant avant, avec le Mashiach après, d'après Shitat Beth Shammai, tu ne pourras pas approfondir ce que tu as étudié avant. Conclusion, il faut faire les deux. Il faut avoir 2 Zdarim. Pas 3, mais en fait au moins 2. Il faut avoir un Seder ou Jabba du texte en Bekiout. Jabba, j'avance. Juste, j'ai compris la traduction, le chat, j'avance. Et il faut avoir un autre texte où j'approfondis, où je m'autonomise, pour être sûr que quand le Mashiach va se dévoiler, j'aurai fait un maximum de textes à chat. Et comme je les aurais fait avant, tous les cours du Mashiach après, eh bien, je serai invité à monter au ciel. C'est le Rav David Daniel Akohen qui m'a expliqué, avec qui j'ai étudié beaucoup de Kabbalah de Sha'arei Kedusha. Il y a un site sur ça qui est très, très connu, c'est un homme extraordinaire. Il y aura des cours où on montera avec le Mashiach, et dans le ciel, il y aura, attention, tous ceux qui ont appris le Daf 7 de Brachot, ils sont invités à l'approfondir. Et on va monter. Si tu ne l'as pas appris, tu ne l'as pas. Donc, il faut l'apprendre. Mais si tu ne sais pas approfondir, on t'invite sur ce DAF à l'approfondir. Donc, il faut l'avoir appris avant, mais il faut aussi avoir appris à approfondir. Donc, demain, chacun, il ramène 10 personnes, parce que je pense que je vous ai convaincu que Mamash, il faut aller très, très loin dans ce truc-là. Non, je plaisante. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon cours. Et on reprend demain à 17h. Et là, on va inviter tout le monde à rejoindre. On démarre sur la Mishnah. Comment s'étudie une Mishnah avant de rentrer dans le texte. Merci beaucoup de votre écoute. Magnifique. Et on enchaîne donc sur une autre salle pour l'office de Mincha. Oui, Rav. Juste une chose. Pour les PDF, j'ai créé un groupe qui s'appelle Makot PDF et vidéo, parce qu'il y a aussi des vidéos et des liens. Donc, dans mon WhatsApp, je ne sais pas à qui je dois transmettre le lien. Je ne sais même pas comment on fait de vous inviter tous à rentrer dans ce WhatsApp pour ceux qui veulent recevoir les PDF. Le groupe est créé. On enverra le lien du coup demain dès qu'on démarre dans le texte. Voilà, exactement. Ça marche. À demain. Merci. Demain, même heure, tous les jours, messieurs. Super court. Donc, si Dieu veut, demain, la même heure. Merci beaucoup. Je rebascule le cours pour ceux qui voulaient leur faire profiter. Je rebascule le cours sur YouTube. Jacob Laguerre dans YouTube. Il sera dans les vidéos récemment. N'hésitez pas à en parler autour de vous, messieurs. Merci. Razak Barour. Razak, merci beaucoup. Merci beaucoup.